Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter ou de vous rapporter l'expérience du service de néphrologie pédiatrique en termes de dialyse péritonéale en situation d'urgence chez l'enfant. Je dirais que malgré la place de plus en plus grande des techniques d'épuration continue, extra-rénale continue, la dialyse péritonéale elle garde une place, c'est une technique de choix dans la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant, surtout le tout jeune enfant et le nourrisson. Le but de notre travail était de décrire les modalités et les conditions de réalisation de la dialyse péritonéale en situation d'urgence chez les patients admis aux urgences CHU Hassan II, service de pédiatrie, décrire le pronostic rénal et puis les complications associées à cette technique. Notre étude, c'est une étude observationnelle rétrospective. Nos patients sont âgés de 0 à 16 ans qui étaient admis pendant la période entre 2009 et 2018. En situation d'insuffisance rénale aiguë nécessitant la prise en charge d'une dialyse péritonéale. On a exclu beaucoup de dossiers, c'était des dossiers incomplets avec des données manquantes. On a colligé en fin de compte 60 dossiers. L'âge moyen était de 56 mois avec un âge allant des extrêmes, allant de quelques jours, de 2 jours à 15 ans. On avait une prédominance masculine avec 1,5 garçons pour chaque fille. Pour les indications, c'était l'hyperurémie dans à peu près le tiers des cas. 21 patients, la surcharge dans 31%, et puis chez 29%, c'était l'hypercalémie menaçante. La pose des cathéters, on utilise des cathéters Tinkoff double cuff, soit droit, soit en queue de cochon. La pose est principalement programmée par célioscopie, c'était le cas de 48 de nos patients. En cas de contre-indication à la célioscopie, surtout pour les patients en post-chirurgie, post-CCV, c'était 11 cas. Et puis, on avait quelques cas, c'était des cas de néonates, des patients un petit peu en situation précaire qui ont nécessité une pause percutanée au lit du malade. L'initiation de l'ADP, bien sûr, on est en situation d'urgence. L'initiation était chez 45% de nos patients le même jour de la pose du cathéter. Chez 8 patients, c'était entre 24 et 48 heures, et puis après 72 heures, chez 45% des cas. La DPA est la modalité la plus utilisée, avec 75,8% de nos patients jeunes qui sont en dialyse péritonéale automatisée. L'exception, c'était les premières années, on ne disposait pas de suffisamment de cycleurs. Et puis, les tout petits nourrissons avec un faible poids, on est limité par les paramètres du cycleur. Je dirais pour les étiologies, l'insuffisance rénale chronique révélée par l'insuffisance rénale aiguë, c'était la principale étiologie de l'insuffisance rénale, suivie de près par la nécrose tubulaire aiguë chez 30% des cas, le syndrome hémolytique et urémique chez 16% des cas, et puis dans 8% des cas, c'était autre chose, il y avait des cas de néphrite interstitielle, des oxaloses, un peu de tout. Je dirais pour la nécrose tubulaire aiguë, c'était principalement des patients en post-chirurgie cardiovasculaire qui ont présenté une anurie, une insuffisance rénale qui a nécessité la prise en charge en dialyse péritonéale. Le sepsis était responsable de la nécrose tubulaire chez 3 patients. Je tiens à préciser que la cause n'était pas le cathéter. Le cathéter n'était pas l'origine de l'infection. Et il y avait un cas d'atrésie de l'œsophage pris en chirurgie. Pour les complications, il y avait les complications infectieuses chez 14. On avait 14 cas de complications infectieuses, 16 cas de complications mécaniques. C'était en tout, c'était 30 complications chez 24 de nos malades. J'ai ajouté le liquide hématique comme complication, bien qu'il ne soit pas en lui-même une complication, il est responsable d'obstruction de cathéter. Généralement, à chaque fois qu'on a un liquide hématique, on le traite on ajoute de l'héparine dans les poches, comme ça pour prévenir l'obstruction. Pour les complications mécaniques, ils sont dominés par la migration de cathéter, qui concernait 8 patients. Le dysfonctionnement concernait 6 patients, soit 9,6% des cas. Et chez 2 patients, on avait des fuites. Pour les infections, l'infection de liquide péritonéal concernait 19% de nos patients, avec un seul cas rapporté de tunélite et un seul cas d'infection de l'orifice. Le cas de tunélite, c'était dû à des manipulations répétées des repos chez le même patient. Pour l'évolution des 62 malades, on avait 17 de nos malades, ils ont normalisé la fonction rénale, soit un pourcentage de 27,4%. Le décès concernait quand même 22,5% de nos patients. 11 patients ont amélioré leur fonction rénale, mais ils ont gardé quand même une insuffisance rénale chronique.
8 patients ont dû être switchés en hémodialyse pour différentes raisons, principalement des complications de la dialyse péritonéale, complications non gérables, et puis 11 patients sont restés en dialyse péritonéale chronique. J'ai mis une diapo pour vous parler un petit peu de l'évolution des patients post-chirurgie cardiovasculaire, les isoler un petit peu. Il s'agissait de 15 patients. Les 15 patients ont bénéficié de la dialyse péritonéale, 8 patients ont normalisé leur fonction rénale, et puis 7 patients sont décédés dans un contexte de défaillance multiviscérale, malgré l'amélioration de leurs paramètres biologiques et la surcharge volumique. Pour la mortalité, il s'agissait de 7 patients qui sont décédés dans un contexte de choc cardiogénique. Les 7 patients étaient en post-chirurgie cardiovasculaire. 4 patients avaient été décédés dans un contexte de défaillance multiviscérale, 3 en sepsis et puis 2 pour une autre étiologie. Je dirais que l'épuration extra-rénale continue comme l'HDF et l'hémofiltration peuvent être plus adaptées dans certaines situations, surtout les maladies métaboliques, les défauts de métabolisme, l'acidose lactique, la défaillance multiviscérale et même peut-être les états infectieux. Mais dans notre contexte, la dialyse péritonéale est la seule modalité d'épuration extra-rénale disponible, surtout pour les tout petits enfants, comme j'ai dit avant. Là, c'est un petit tableau qui compare un petit peu les différentes techniques d'épuration extra-rénale possibles. Vous voyez en rouge la dialyse péritonéale, c'est une technique qui a une complexité faible. Elle est utilisable en cas d'hypotension, elle a une efficience modérée avec un contrôle volumique modéré et ne nécessite pas d'anticoagulation. Si on le compare un petit peu avec l'HDF continu, qui est très complexe, on peut quand même l'utiliser en cas d'hypotension et nécessite une anticoagulation, mais elle permet un contrôle volumique très impressionnant. Je dirais pour les complications, j'ai un petit peu rassemblé 3 études où il y a en fait les complications à un pourcentage assez proche de notre étude. Notre étude, c'était 41% de cas de complications, qui est assez comparable aux différentes études. Je dirais que la mortalité dans la littérature rapportée, elle varie entre 30 et 50% des cas chez les enfants nécessitant une épuration extra-rénale. Dans notre série, c'était 22%. Et puis, pour la mortalité des patients en post-chirurgie cardiovasculaire, je tiens à préciser juste un seul point, c'est l'initiation précoce de la dialyse péritonéale. On est souvent contacté très tardivement et on le voit dans l'étude de Bojan, où la mortalité en cas d'initiation précoce elle est de 22%, elle est réduite de 46% si on initie de façon précoce. Voilà l'initiation tardive, 43%, qui est assez comparable avec notre série. En néonatologie, le décès est souvent dû à un faible poids et puis là aussi un contact tardif avec le néphrologue et une initiation tardive. Je dirais à la fin que la dialyse péritonéale, bien qu'elle ne soit pas adaptée à toutes les indications, elle nous permet dans notre contexte de sauver des vies. Et merci. Merci Yassine. Des questions dans la salle? Professeur Blanc. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites la DP en post-chirurgie cardiovasculaire chez les enfants parce que c'est la seule technique qui sauve ces patients. Ce n'est même pas les autres techniques. Et en plus, je sais que les chirurgiens cardiovasculaires mettent systématiquement pour ces enfants un cathé de DP. C'est eux qui posent les cathéters. Oui, dans plusieurs situations. Normalement, situations. s'ils sont au courant de la technique. Normalement, mais souvent on nous contacte tardivement et on a vu que pour les enfants où on pose le cathéter même 24-48 heures après la chirurgie, la mortalité reste très élevée. Mais les cas où on posait rapidement, donc c'était résolu. Vous pouvez nous préciser s'il vous plaît les causes de switch à l'hémodialyse parce que vous avez fait ça Oui, on avait rapidement. 8 patients qui ont été switchés en hémodialyse. Chez 6 patients, c'était dû à des dysfonctionnements mécaniques du cathéter et il y avait un seul patient qui présentait des péritonites à répétition, des péritonites récidivantes. Donc c'était les 6 patients. Dans 2 cas, c'était dû à des problèmes sociaux. Je voulais vous demander, est-ce que vous privilégiez des insuffisances rénales aiguës pour l'ADP des tout petits? Oui, en fait, on essaie de prendre tous nos petits enfants en dialyse péritonéale aiguë. À chaque fois qu'il y a une indication, en fait, une indication urgente. Et puis, si l'insuffisance rénale persiste, s'ils deviennent chroniques, on les garde dans la technique. Mais s'ils améliorent, on peut temporiser un petit peu, 1-2 mois, le temps d'être sûr qu'ils ne vont pas rechuter.
et puis on enlève le cathéter. On avait quelques patients comme ça, un patient qui avait un CHU, qui a normalisé la fonction rénale, mais un mois après, il a rechuté, il est devenu chronique. Donc, entre-temps, on a gardé le cathéter. On vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Vous recevez la reconnaissance de notre société par une de vos collègues. Conflit d'intérêts.